Salut, c'est Nathalie et vous écoutez le Quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et WebAgri. En 15 minutes max, on vous apporte de l'info sur les marchés, sur vos cultures, vos équipements et sur l'actualité agricole. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera publié. Au programme de ce quart d'heure agricole, Sophie nous emmène sur le terrain de la moisson avec un chantier un peu particulier, vous verrez. Delphine, notre spécialiste élevage, nous dira tout sur la manière dont les éleveurs organisent leur moisson, en plus du travail auprès de leurs animaux. Pour ma part, je vous expliquerai comment l'arrivée de la moisson fait pression sur les cours, et écoutez bien jusqu'à la fin, parce qu'Amélie vous parlera canicule et vagues de chaleur. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Parlons culture d'abord avec Sophie, qui nous emmène suivre un chantier d'endénage du colza. Une pratique qui avait quelque peu disparu avec l'arrivée de variétés de colza plus résistantes à l'égrenage, mais qui peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions de culture. Je me trouve chez Stanislas Pieters, agriculteur à Illois en Seine-Maritime, qui a recours à cette pratique pour la première fois cette année. Il a fait appel à la CABC, la filiale ETA du groupe Noriap, et c'est Gauthier Poiré, responsable développement de l'entreprise, pour les régions Vimeux, Pontieux et Pays de Bray, qui nous en parle. Aujourd'hui, on endaine avec une endaineuse de W150 John Deere, qui est en fait une McDon. La particularité de la machine, c'est de pouvoir faire des andins très larges et pas forcément hauts, ce qui va permettre un séchage de la matière beaucoup plus rapide sur une coupe de 6 mètres, avec un andin qui mesure à peu près 2 mètres 30 de large, sur 30 cm de hauteur, 30 à 40 cm de hauteur. Alors avec cette technique, la récolte du colza nécessite donc une étape supplémentaire. Dans quelles conditions est-ce que cela va se justifier ? Donc il y a différents facteurs. Alors les gens nous demandent pour, on va dire, 3 motifs. Donc le plus ancien des motifs, c'était d'homogénéiser la maturité. Alors, à l'époque, on utilisait des variétés plus lignées et on avait des difficultés à avoir des cultures homogènes. Ensuite, les deuxièmes critères de choix pour endainer le colza, c'est malheureusement des situations de salissement, comme on peut le constater aujourd'hui. Dans les colzas, on peut avoir des échecs de désherbage et le fait d'avoir beaucoup de verre dans le colza nous permettrait pas d'avoir une récolte correcte avec beaucoup d'impuretés et forcément un taux d'humidité qui serait mal contrôlé. Et la troisième solution aujourd'hui qu'on nous demande, c'est par rapport au plan de campagne. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de colza associés. Et la problématique, c'est qu'on utilise des plants de gélive, mais les hivers qui sont beaucoup moins forts que précédemment on pouvait avoir. En tout cas, les années antérieures, on avait des hivers un peu plus rigoureux. Cette année, on n'a pas eu du tout d'hiver, et ce qui fait que les plants de campagne type fenugrec, Vesse érigée et févrole n'ont pas du tout gelé. Concernant le stade optimal pour endainer son colza, comment est-ce qu'on peut le repérer ? Donc on cherche un taux d'humidité qui soit entre 30 et 35 %. Et pour cela, on regarde les ramifications secondaires du colza. Il ne faut jamais regarder en principal parce qu'elle fausserait le jugement. Donc on regarde les ramifications secondaires. Et donc les gousses sont souvent jaunes. Et quand on ouvre la gousse, on peut retrouver des graines qui soient un petit peu jaunes, des noires brillantes, parfois rouges. Et ça vous donne un taux d'humidité à peu près à 30-35 %. Voilà. Quand est-ce que je vais pouvoir venir le récolter avec la moissonneuse-batteuse classique ? Donc alors là, ça va dépendre des conditions climatiques. En situation, on va dire, normale d'été, on peut annoncer 4-5 jours après l'endainage pour les situations les plus simples. Ensuite, selon les conditions plus humides ou tout du moins plus couverts, on va avoir un temps qui est un peu plus important. On peut aller jusqu'à 10 voire 12 jours de sèche d'endainage avant la récolte. Côté économique, la prestation d'un chantier d'endainage coûte 60 € par hectare. Quels sont les bénéfices pour l'agriculteur ? Donc l'organisme officiel du colza annonce un gain de 4 à 5 quintaux, Terrinovia. Ensuite, donc ça c'est pour la partie rendement. Ensuite, il y a quand même 2 critères qui sont hyper importants.
Le premier, celui que les gens ne pensent pas forcément, mais c'est le taux d'humidité. Et pas forcément en hauteur, mais vraiment sur le niveau du séchage. Aujourd'hui, on bat des colzas sur l'est d'Amiens à 4,5-5% d'humidité, ce qui vous fait perdre 4 à 5% de rendement. Et le fait d'endainer un colza, vous allez avoir un colza qui est beaucoup plus homogène et donc un taux d'humidité qui sera aux alentours de 8 voire 9, donc qui permet de garantir la totalité du rendement. Ensuite, sur la partie impureté également, selon les situations, on peut se retrouver avec des colzas qui soient aux alentours de 8, 9, 10, voire 15% d'impureté. Et le fait d'endainer, vous allez descendre votre taux d'impureté beaucoup plus bas. Donc ce qui va vous permettre de gagner en moyenne entre 10 et 15% si on additionne les deux situations par rapport à un colza classique. Merci Gauthier, et retrouvez plus d'infos et aussi des photos sur le reportage dédié sur Internet. Merci pour ce témoignage. Et pour retrouver les tendances de rendement, rendez-vous sur moisson-live.com, initiative collaborative lancée par Comparateur Agricole et dont Ternet est partenaire. Cette carte interactive vous permet de renseigner vos résultats de moisson et de les comparer avec ceux de vos collègues agriculteurs. Participez et on vous fera profiter d'un accès gratuit d'1 mois au contenu et services Ternet Pro. Et parce que les éleveurs aussi font la moisson, allons voir du côté de WebAgri comment ça se passe. Delphine, toi qui côtoies les éleveurs bovins au quotidien, comment s'organisent-ils ? Eh bien, figure-toi Nathalie qu'ils se débrouillent seuls pour la moitié d'entre eux. Un sondage réalisé en juin sur WebAgri nous révèle que pour ceux qui demandent de l'aide, c'est la famille et les amis qui sont privilégiés devant l'entraide entre collègues. Peu d'entre eux embauchent un saisonnier et quasi aucun des répondants ne fait appel au service de remplacement. Alors pour en avoir le cœur net, on est allé demander à quelques-uns comment concrètement ils gèrent les vaches et la récolte en même temps. Pour Pascal, installé dans les Côtes d'Armor, pas question de moissonner. Il délègue ça à une ETA et fournit seulement une remorque d'appoint. Pour lui, on peut pas être partout. Et puis avec 25 hectares de céréales à battre, ça vaut pas le coup d'avoir sa propre machine. En Seine-Maritime, par contre, chez Cédric, c'est lui qui conduit la moissonneuse, sa femme la presse, et ils embauchent alors 2 jeunes pour conduire les tracteurs pour la moisson et délèguent la traite à leur apprenti passionné d'élevage. Tu veux un autre témoignage ? Pour Yann dans la Somme, les récoltes mettent ses nerfs à rude épreuve car il manque de main-d'œuvre. Heureusement que la famille est là. Parce que gérer la batteuse, ses pannes, la presse, les achats de paille, le transport et les bêtes à côté, c'est franchement dur. Il pense même que battre soi-même quand on fait du lait et de la viande, ça relève de la folie. Tout ça, c'est trop stressant pour Laurent. En Ille-et-Vilaine, cet éleveur préfère gérer ça plus tranquillement. Les silos n'étant pas très loin, il moissonne et remplit les remorques en bout de champ que son frère va livrer après la traite. Et chez toi Delphine, ça se passe comment ? Alors, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent bien, on est équipé de robots de traite, donc il n'y a déjà pas particulièrement de contraintes horaires. Ensuite, comme Pascal, on délègue la récolte, c'est un voisin qui conduit la moissonneuse, il n'y a que les remorques à gérer et surtout la paille. Parce qu'on le sait bien, pour beaucoup d'éleveurs, plus que le grain, ce qui nous stresse à la moisson, c'est quand même la paille. D'ailleurs, ne serait-ce pas la presse que j'entends là ? Et le fait que la moisson soit en avance cette année, ça a un avantage ou pas pour les éleveurs justement ? Oui, totalement. Ils vont pouvoir implanter des dérobés pour refaire du stock de fourrage. Couvert ou dérobé ? Je m'y perds. C'est quoi la différence ? Alors, une dérobée est un couvert, à la seule différence qu'on le récolte ou le fait pâturer par le troupeau. D'ailleurs, les couverts présentent parfois de très bonnes valeurs alimentaires, donc il serait dommage de s'en priver, d'autant plus lorsqu'on est un peu juste sans fourrage. Selon les résultats d'Arvalis, on est en moyenne à 0,76 UFL, 74 g de PDIE et 97 g de PDIN par kilo de matière sèche pour les couverts végétaux, et ça grimpe encore plus pour les couverts semés l'été et exploités en novembre, surtout pour les légumineuses ou les associations graminées légumineuses. Ah oui, mais alors comment savoir ce qu'il faut semer ? Il existe tellement d'espèces différentes. Pour reprendre les conseils du CNIS, il y a 5 questions à se poser. Sur quelle période allons-nous exploiter l'interculture ? Ça dépend de la date à laquelle se libère la parcelle et de ce qu'on compte implanter après la dérobée. Deuxième point, à quelle distance se trouve la parcelle de l'exploitation ? En fonction de ça, on saura si on part plutôt sur du pâturage ou sur de la fauche. Troisième point, à quelle période souhaite-t-on disposer du couvert ? Ensuite, quel mode de destruction envisage-t-on ? Et enfin, il faut aussi prendre en compte les contraintes pédoclimatiques de la parcelle et l'usage qu'on compte avoir du couvert. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Donc pour en savoir plus, retrouvez tous les conseils pour réussir son implantation de dérobée fourragère sur WebAgri. Sur ce, je vous quitte, il y a des ballots de paille à aller ramasser. Salut ! Merci Delphine. Après l'élevage, on va parler marché. Je vous en parle souvent sur Internet, à partir du mois de mai, tout le monde commence à s'intéresser au Weather Market, la période traditionnelle de l'année où la météo fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Et on peut dire que ça a été animé ces derniers mois. De la sécheresse, des précipitations par-ci par-là, de la grêle par endroits, mais aussi des températures trop élevées et parfois même du gel.
Tout ça a pu avoir un impact considérable sur les potentiels de rendement. Alors on a eu droit à des prévisions de production qui ont pas mal varié dans les grands pays exportateurs. À mesure qu'on s'approche de la moisson, tout commence à s'affiner. Et oui, on travaille sur du vivant, alors il peut y avoir des surprises. C'est seulement une fois que les moissonneuses-batteuses seront dans les champs que l'on s'apercevra réellement du potentiel, m'expliquait un consultant d'Agritel. C'est ce qui s'est passé notamment aux États-Unis. Quand ils ont commencé à récolter leur blé d'hiver en juin dernier, ils se sont rendus compte que les rendements étaient meilleurs que prévu finalement. Alors qui dit moisson qui démarre, dit pression sur les cours. En juin, les travaux commencent aux États-Unis et sont suivis en juillet par les pays du bassin de la mer Noire, donc la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan, et ensuite par l'Europe. Alors ça fait beaucoup de blé qui arrive d'un coup. Malheureusement, pas tout de suite dans vos poches, mais dans les silos, surtout ceux de Russie et d'Ukraine, où il y a beaucoup de volume à écouler, ce qui inonde le marché. Comme ils récoltent un peu avant nous, et qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus faibles, ça leur permet de dicter leur prix. Sachant que la Russie exporte plus de 30 millions de tonnes par an, c'est forcément un peu écrasant pour les origines France. Si on regarde de plus près les dernières années, on s'aperçoit effectivement que les prix atteignent souvent un pic aux alentours du mois de juillet. Bon, après ça varie, c'est plus ou moins en juillet, on va dire, suivi d'une forte baisse qui s'étale jusqu'à septembre. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas et parfois on atteint des plus bas en juillet. Alors ce qui peut expliquer le pic qu'on observe avant les moissons, c'est l'effet soudure. En gros, on a épuisé les disponibilités de l'ancienne campagne et on attend les nouvelles moissons. Alors certaines années ça peut créer de la tension, mais c'est pas forcément toujours le cas et notamment cette année. Et c'est également une période durant laquelle on a toujours le weather market et où les retours de terrain provoquent beaucoup de volatilité. Les semaines passant, le marché va corriger ensuite ses excès. Pour illustrer cette fameuse pression récolte, on peut regarder l'année 2018, où la pression était quand même présente, même si elle était un peu plus modérée. À l'approche de la moisson, et alors que les prix n'étaient pas très élevés, on s'est rendu compte que la production mondiale ne serait pas très bonne. Résultat, tout le monde a paniqué, et ça a fait exploser les prix. Mi-août, les cours ont malheureusement quand même fini par baisser, mais sont remontés rapidement pour se maintenir à un bon niveau les mois suivants, pour notre plus grand bonheur. Alors finalement, au moment de la moisson, on va souvent avoir de fortes variations. Et surtout, c'est le moment où beaucoup de gens vont vouloir vendre. Pour ceux qui commercialisent au prix spot, c'est-à-dire au cours du jour, c'est le moment où il faut garder son sang-froid. Une fois le creux passé, les cours ont souvent tendance à rebondir, plus ou moins fort. Et oui, lorsque les disponibilités sont particulièrement importantes, ça a le don de calmer les ardeurs du marché et d'empêcher les cours de vraiment redécoller. Et quand on s'approche de la seconde partie de campagne, que les blés australiens et argentins commencent à arriver, et qu'on s'aperçoit que le bilan est lourd, ça se complique encore. Si les exportations sont insuffisantes et que les stocks sont élevés, les cours vont naturellement avoir tendance à s'affaisser pour stimuler un peu la demande sur le marché. En tout cas, chaque campagne est différente et on espère tous bien évidemment que les prix seront bons cette année. Et maintenant, on va passer à la météo. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Waouh, ça met dans l'ambiance ça, dis donc. Alors Amélie, dis-moi, est-ce que c'est vrai que la chaleur sera au rendez-vous cet été sur toute la France ? Sache déjà que le terme chaleur fait référence à un seuil de température spécifique. Il faut qu'elles dépassent les 25 degrés. Si elles vont au-delà de 30 degrés, on parle alors de forte chaleur, et au-dessus de 35, de très forte chaleur. Ok Amélie, mais alors, est-ce qu'on va avoir une vague de chaleur cet été ? Là aussi, attention aux mots. Il existe des termes bien spécifiques en fonction des seuils de température enregistrés et de leur durée. On va ainsi parler de pic de chaleur lorsque les températures sont au-dessus des normales de saison sur une période de 24 à 48 heures. La vague de chaleur correspond à des températures anormalement élevées, supérieures de 3 degrés par rapport à la température moyenne mensuelle, pendant au moins 3 jours. Et pour parler de vague de chaleur, il faut que cet épisode de température élevée concerne une vaste zone géographique. Ok, j'ai bien compris maintenant. Mais alors, canicule ou pas cet été ? Canicule, il faudrait pour cela que les températures soient anormalement élevées de jour comme de nuit, et plus précisément pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Et pour les seuils de température, ce n'est pas le même selon les départements. Par exemple, à Toulouse, Météo France parlera de canicule si pendant 3 jours et 3 nuits, les températures ne descendent pas en dessous des 21 degrés la nuit et dépassent les 36 degrés le jour. Alors que dans la Manche, il faudrait que les températures dépassent les 31 degrés le jour et les 18 degrés la nuit pendant 3 jours. Lorsque ces seuils sont atteints, une alerte météo est déclenchée sur les départements concernés, à la différence des vagues de chaleur. Niveau vocabulaire, je suis calée maintenant, mais bon, t'as toujours pas répondu à ma question. Oui, je sais Nathalie, mais difficile de te répondre comme ça. Si tu veux savoir à court ou même à long terme, regarde soit les prévisions à 10 jours ou bien les tendances à long terme sur ternet.fr. Merci Amélie, et merci à vous de nous avoir écoutés.
En attendant le prochain épisode, vous pouvez retrouver le précédent sur votre plateforme préférée ou directement sur Ternet et WebAgri. Bonne moisson à tous. Salut!